Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Cet épisode s'inscrit dans le cadre de notre série intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Dans ce troisième épisode, Entre elles reçoit Carole Ramela, fondatrice et managing director de GFA Consulting à Accra, au Ghana. Carole a plus de 20 ans d'expérience en analyse financière, en levée de fonds, en évaluation financière et en fusion-acquisition. Elle est également conseiller du commerce extérieur pour la France et membre de plusieurs conseils d'administration et d'investissement. Cet épisode se compose de 2 parties. La première sera consacrée au parcours professionnel de Carole et la deuxième prendra la forme d'une masterclass consacrée au private equity en Afrique, puisque Carole est spécialisée dans la levée de fonds pour les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Voici donc la première partie de notre conversation, enregistrée à distance entre Londres et Accra. Bonjour Carole. Bonjour. Alors avant de parler de ta carrière et de GFA Consulting, je voudrais parler de tes premières années de vie. Tu as grandi entre la France et le Cameroun. Quels sont tes souvenirs de cette époque à cheval entre 2 continents ? Alors oui, je suis effectivement née en France et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. J'étais en région parisienne. J'ai pas énormément de souvenirs de cette période-là jusqu'à mes 8 ans. Pas particulièrement, sans doute parce que, la période d'après, donc entre 8 ans et 15 ans, quand je suis au Cameroun, à Douala, je pense que c'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Vivre en Afrique, pour ceux qui connaissent, c'est assez unique et hem et oui, voilà, j'ai eu des souvenirs, fantastiques avec, des amis, l'école, la façon de vivre, en Afrique qui font que je reste nostalgique de cette époque et de ce Douala qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Après le Cameroun, je suis venue en France à Lille pour poursuivre mes études secondaires. Je suis arrivée en seconde, donc à 15 ans, en internat, dans le nord de la France. Donc ça a été un choc, on va dire. Heu, Culture différente, approche de la vie différente, climat différent et plus important, j'étais loin de mon pays et de ma famille puisque j'ai quitté mes parents, mes frères et sœurs, toute ma vie au Cameroun pour venir, poursuivre mes études en France, quoi. Et donc là, tu termines tes études secondaires en France également ? J'ai terminé mes études en France, j'ai eu mon bac en France, donc à Lille et ensuite j'ai fait une classe préparatoire à Toulouse avant d'intégrer, Neoma. À l'époque, c'était Sup de Reims, École supérieure de commerce de Reims, donc à Reims, dont je suis sortie diplômée, 3 ans plus tard, 3 ans après, donc à 22 ans. Et la prépa, tu en gardes quel souvenir ? Parce que justement, c'est un univers qui est très concurrentiel déjà. Est-ce que tu étais armée, prête pour ça ? Tu étais déjà quelqu'un qui aimait la compétition et le challenge ? Alors, oui, disons qu'en en arrivant seule en France à 15 ans, on se crée une carapace, hein. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma terminale, je me dis: «Bon, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, et j'ai réussi à réussir mon bac, avoir ma mention, mon bac C à l'époque, avec mention. Je pense que je peux me débrouiller n'importe où, je peux faire ce que je veux». Et je décide donc de quitter Lille, où je vivais depuis 3 ans, pour aller à Toulouse faire ma prépa là-bas, alors que j'avais une école à Lille. Mais j'étais prête à voir autre chose, voilà, j'étais prête pour le challenge. Et je voudrais préciser que la classe prépa, c'est pas la compétition pendant l'année de prépa, parce que, on se serrait énormément les coudes dans notre école. La concurrence, elle est au moment des concours, et on est en concurrence avec tous ceux qui préparent, les concours en même temps, puisque chaque école, prenait, disons les 300, meilleurs dossiers, meilleurs résultats, pour intégrer les écoles de commerce. Donc cette concurrence-là, cette compétition-là, c'est vraiment pendant le mois d'examen, à la fin de l'année de prépa. Mais j'ai rencontré
de très, 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 très bonnes amies, pendant mon année de prépa qui sont encore, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et donc après ça, tu as rejoint Paribas, donc avant la fusion avec BNP, en tant que chargée de clientèle métier de titre. Oui, c'est ça, c'était ma première expérience, oui. Et ensuite, tu t'es dirigée vers l'audit avec une expérience chez Arthur Andersen. Donc, tes premières expériences professionnelles, quels souvenirs tu en as? Parce que j'ai pas dit, mais ensuite tu es allé tu es parti chez Gras Savoye, donc j'ai un peu résumé les trois comme ça, mais ces premières années, ces premières expériences professionnelles en sortant de l'école, quels souvenirs tu en as? Heu, Quand je sors d'école et que je rejoins Paribas, je ne sais pas vraiment, dans quoi je m'embarque en fait. Je comprends pas trop le métier titre, qui est un métier assez particulier de la banque, qui consiste à en gros, quand les traders, passent des ordres, en salle des marchés, le métier titre, s'assure que, les titres sont bien, transférés à l'acheteur et l'argent au vendeur. Donc Mmh. c'est un peu l'arrière-boutique, le service après-vente de l'activité de salle de marché. Mais je n'en avais pas une idée très claire au moment où j'ai postulé. C'est vrai qu'à l'époque, Paribas avait une image, fantastique dans le milieu bancaire en France et donc pour moi, c'était un grand nom, une grande banque et donc j'ai rejoint le métier titre. C'est un métier que j'ai découvert plus à l'intérieur et c'est là que j'ai compris que c'était pas vraiment, là-dedans que je voulais, me spécialiser. Heu, en fait, pour être honnête, je me suis dit très assez vite qu'il fallait que j'en sorte le plus rapidement possible parce que c'est un métier très, très, très spécialisé, d'où il est compliqué de sortir quand on a une expérience dans ce métier pendant trop longtemps. Et donc c'est pour cela que je me suis dit: «Il faut que je rentre dans un métier, financier, mais généraliste» et c'est en ça que l'audit, correspondait bien à ce que je recherchais. Et donc j'ai postulé, pour, rejoindre Arthur Andersen, que j'ai rejoint je crois, c'était en octobre, 99, ouais. Ça c'était bien avant Enron et j'ai commencé au début comme junior, mais dans le département, institutions financières, vu que j'avais une expérience en banque. Voilà. Donc j'ai appris énormément. En fait, j'ai appris à travailler chez Arthur Andersen. C'est une école, exigeante, difficile, mais extrêmement, enfin moi j'en ai retiré une expérience très, très positive, en termes de méthodologie, en termes de discipline. Alors après, il y a eu ce qu'il y a eu, hein, avec le scandale Enron et la fin d'Arthur Andersen. J'y étais au moment donc en 2003, au moment où Arthur Andersen a fait faillite. Et après, donc après Arthur Andersen, j'ai rejoint Gras Savoye. Donc là, c'était, Gras Savoye qui est donc un courtier en assurance. C'était l'opportunité de travailler plutôt dans le milieu des fusions-acquisitions, puisque Gras Savoye recherchait quelqu'un qui avait une expérience en audit ou en finance et qui était capable de parler aux fonds d'investissement qui étaient les clients principaux de Gras Savoye pour l'activité due diligence assurance. Donc en gros, ce métier consistait à quand les fonds d'investissement, heu, décidaient d'acheter des entreprises, il s'agissait d'évaluer les risques assurance de cette entreprise-là, pour, enfin, dans le cadre donc de l'analyse des dossiers par les fonds d'investissement. Et cette expérience-là, en particulier, m'a permis de découvrir le monde du private equity que je ne connaissais pas ou de très loin. Et ça a été une expérience, clé puisque c'est à partir de ça que j'ai réalisé que je voulais rejoindre, le private equity, que le private equity pouvait être une solution pour l'Afrique, pour les entreprises qui ont du mal à accéder à des financements. Et en plus, c'est à partir du moment où j'ai réalisé ça, que j'ai pris la décision de faire un MBA. Donc l'expérience de Gras Savoye n'aurait jamais eu lieu sans l'expérience d'Arthur Andersen qui serait pas arrivé sans le métier titre de Paribas et sans ces 3 expériences-là, dans ce sens-là, dans cet ordre-là, je serais pas aujourd'hui au Ghana à diriger ma structure. Tu m'offres la transition parfaite, puisque Mmh. justement j'allais aborder maintenant ce qui me semble être un marqueur important dans ta carrière professionnelle, c'est ton MBA à l'INSEAD. Ouais. Donc en 2006
tu démarres un MBA à l'INSEAD. Et donc, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette période, sur l'expérience MBA. Et puis, je pense que Mhm. c'est quelque chose qui peut servir à d'autres. Ouais. Parce que c'est souvent quelque chose qui va avec beaucoup de questionnements. Mhm. Donc, la première chose, c'est que je trouve que la période où tu fais ton MBA, elle est assez révélatrice de ta personnalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, tu avais déjà une famille Ouais. et que ça t'a demandé de réels efforts d'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, et là, je vais commencer par avant même le MBA. C'est déjà préparer ce MBA quand on a des enfants à l'époque, on est en quelle année? Quand je prépare le MBA, on est en 2005, 2004-2005. Donc, ma première fille a 4 ans et mon fils a 2 ans et demi. Et je travaille. Donc, à temps plein, évidemment. Donc, euh, donc préparer le MBA, c'était le faire après avoir mis les enfants au lit à 20 heures, après avoir mangé, et donc commencer à préparer le GMAT à 21 heures, 22 heures, tous les jours. Heu, pour ceux qui connaissent un peu le GMAT, qui est l'une des choses les plus horribles qui soit, c'est, enfin, c'est des souvenirs. J'en fais des cauchemars encore. C'est préparer le GMAT demande, pour le faire sérieusement en fait, enfin pour moi en tout cas, il me fallait 3 à 4 heures chaque jour de travail à partir de 21 heures pour préparer, réviser les cours, faire les tests. Parce qu'un test du GMAT, c'est 2 heures à peu près. Faire les tests en live. Hem, donc c'était déjà un effort énorme de garder d'être disponible pour les enfants, d'être disponible pour le travail, puisqu'évidemment le matin, quand le réveil sonne à 6h30, 7 heures, évidemment, on ne peut pas expliquer au boss: «Non, mais parce que je préparais mon MBA». Donc il faut être là, il faut être présent, présent pour les clients, présent pour le boulot, présent pour les enfants, présent pour le mari aussi, hein, présent pour la maison qui en soi a une existence, qui a une existence propre. Voilà, et ça pendant, donc là le GMAT ça a été 5 mois. Ensuite il y a eu les essais. Les essais du MBA pour le MBA, j'en avais 9 à faire. Ça m'a pris 2 mois à temps plein, pour les faire revoir, les retravailler toujours le soir. Donc ça a été déjà un effort énorme de serait-ce que de préparer le MBA. Donc, tu peux imaginer ma joie quand je reçois le mail disant, «Magnifique, vous êtes accepté». Et là, la question c'est: «Bon, très bien, et maintenant comment on s'organise?» Parce que les enfants sont toujours là, mon mari travaillait toujours. Il faut savoir que je n'ai postulé qu'à l'INSEAD puisque c'était le seul MBA dans les top MBA qui était à Paris, puisqu'il était hors de question que on enlève les enfants de l'école ou que mon mari quitte son travail. Donc il fallait que je sois prise à l'INSEAD. Donc j'ai été prise à l'INSEAD, enfin, je suis ravie d'avoir réussi, et pour que les choses se passent à peu près bien, j'ai négocié avec la nounou pour que les horaires, pour qu'elle parte plutôt vers 20 heures, 20h30 au moment où mon mari rentrait du travail. J'ai réussi à convaincre ma mère qui était au Cameroun de venir, pendant 1 an, à Paris pour aider mon mari avec les enfants. Et quant à moi, j'ai trouvé un appartement, à Fontainebleau, mais par contre je rentrais le week-end, je rentrais le vendredi systématiquement et je ne travaillais pas le week-end. Ce qui veut dire que tous les travaux de groupe, qui devaient se faire, il fallait que je les fasse moi entre lundi et jeudi, parce que le vendredi après les cours, je devais rentrer sur Paris et être disponible, à 100 pour la famille le week-end. Ça voulait dire aussi que la plupart des soirées qui se passaient le week-end, j'y ai pas participé parce que je pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas tout faire. Donc, ça a été, beaucoup d'organisation, énormément de fatigue, parce que le MBA est un rythme, en fait, l'INSEAD en particulier, on fait en 1 an, en fait en 10 mois, 80 du programme d'un MBA normal en 2 ans. Donc c'est extrêmement, intense en termes de charge de travail, de travaux de groupe, lecture, et cetera. Et en plus de ça, j'avais pas 7 jours par semaine, mais 4 et demi, on va dire. Donc ça rajoutait de la pression, donc c'était un véritable marathon.
Donc là, il a fallu que je sois extraordinairement disciplinée pour tenir le rythme, et pour être à peu près, présente pour tout le monde, pendant ces 10 mois-là. Mais j'ai réussi. Mais j'aurais pas pu y arriver sans le soutien de, bah, déjà de commencer par mon mari et puis tous ceux qui étaient autour pour aider, la nounou de l'époque, mes parents, ma mère qui est venue. Voilà, donc ça a été vraiment un effort collectif, on va dire, mais ça s'est bien passé. Ça me fait penser à cette expression en anglais, "It takes a village". Ouais, C'est vraiment, c'est vraiment ça, en c'était fait. vraiment ça, ouais. Mmh. 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 Le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est que quand tu choisis de postuler pour un MBA, en fait, tu ne décides pas d'y aller pour te trouver, tu décides d'y aller Non, parce que tu as identifié un exactement. projet, Ouais. tu as Mmh. besoin de compétences supplémentaires pour réaliser ce projet. Est-ce que tu as la sensation que c'est une des raisons pour lesquelles tout a fonctionné parce que tu avais bien structuré non seulement ta pensée, mais donc aussi ta candidature finalement. Est-ce que tu as, est-ce que tu as la sensation que c'est plutôt ça, le MBA, que ça doit venir clairement en supplément d'une formation tu vois, qui a déjà été obtenue et pour réaliser quelque chose de précis, ou parce que tu vois, on a parfois t'as l'impression parfois que tu as des gens qui postulent pour des MBA pour bon bah voilà, pourquoi pas faire un diplôme en Oui, oui, plus ou autre. oui, et j'ai fait passer pas mal d'entretiens à des gens, alors qui voulaient rejoindre l'INSEAD, mais aussi à des gens qui se posaient la question du MBA, et chaque fois je leur dis: «Ne faites pas un MBA par défaut». Il faut pas faire un MBA, pour essayer de se trouver. C'est pas évident. D'abord parce qu'on risque déjà d'être refusé. Parce que, un des essais critiques, c'était d'expliquer pourquoi vous voulez faire le MBA. Il vaut mieux avoir une idée très claire du pourquoi. Parce que le sacrifice est tel, sacrifice financier, sacrifice, personnel, la famille, le travail et cetera, on fait pas ça, sans savoir pourquoi. Et donc je pense qu'il vaut mieux, au départ, prendre énormément de temps pour, heu, pour répondre au pourquoi. Parce que dans certains cas, j'ai pu le dire à certains, ce n'est pas le MBA la solution. C'est, peut-être, une formation spécialisée, un master spécialisé, pas forcément un MBA. C'est peut-être plutôt faire un bilan de compétences que d'aller dépenser, enfin, ces sommes, assez conséquentes pour un MBA. Et il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un MBA, enfin, parce qu'on a un MBA qu'on a forcément le job. Le job qu'on a à la sortie du MBA, part beaucoup de l'expérience qu'on a eue, l'expérience professionnelle qu'on a eue aussi. C'est-à-dire que si, on a eu une expérience de, je sais pas, 5 ans, 6 ans en banque, en fait, je sais pas, peut-être pas en fusion-acquisition, mais disons un métier titre, voilà. On fait un MBA et après on veut faire des fusions-acquisitions, on trouvera pas de job parce qu'on n'a pas l'expérience fusion-acquisition, et c'est pas parce qu'on a un MBA, même du très grande école, que tout à coup ça va gommer toute l'expérience professionnelle, précédente. Donc il faut quand même un minimum de cohérence dans le projet professionnel, et le MBA doit s'inscrire là-dedans. Mais le MBA n'est pas la solution à tout. Ça, je pense que c'est important. Et pour répondre à ta question, oui, je crois que, le fait de savoir pourquoi je voulais le faire, et d'avoir une idée claire de l'après, a pu m'aider. Il y a quelques mois, j'ai relu, les essais que j'avais écrits pour le MBA, donc en 2005, et c'était exactement ça. Aujourd'hui, enfin, quand je relis ces essais, je me dis: «Bah oui, c'est, 15 ans plus tard, presque 15 ans plus tard, c'est la même chose». Je suis totalement d'accord avec ce que j'ai écrit il y a 15 ans, et je suis toujours dans cette voie-là, en fait. Donc donc oui, je crois que ça m'a certainement aidé à faire que cette expérience a été, hem, peut-être plus simple à gérer, que pour d'autres. Et qu'est-ce que tu as retiré de ton MBA alors? Parce que c'est intéressant aussi de savoir que tu as gardé tes essais et que tu les as relus. Alors, il y a le côté, classique, hein, le réseau avec des gens de partout, très intéressants et cetera, donc. Et il y a aussi l'apprentissage avec, parce que les profs
aussi étaient d'un niveau quand même très élevé, d'horizons très divers. Donc il y a le côté académique et le côté networking qui sont clairement des choses que j'ai retirées. Mais au-delà de ça, je dirais que ce que j'ai surtout retiré, c'est une espèce de confiance en moi et de confiance dans la capacité qu'il n'y avait pas de limite. Le fait de savoir qu'il n'y avait aucune limite et que je pouvais faire ce que je voulais, et notamment créer ma propre boîte s'il le fallait. Et je pense que cette espèce de confiance en soi, c'est vraiment ce que j'ai, l'élément clé que j'ai retiré du MBA, de cette expérience-là. Et la capacité, je sais pas, voilà, à se dire, je peux relever n'importe quel challenge. Donc du coup, on n'a plus peur de la même façon des difficultés. On sait qu'elles vont arriver, mais on sait qu'on peut les gérer, qu'on a les moyens de les gérer aussi. Et on sait que si on n'a pas les, les moyens, on n'a pas peur de demander à ceux qui peuvent aider. On n'a pas peur de demander de l'aide parce que c'est. En fait, on dédramatise beaucoup de choses, beaucoup de situations qui nous obligent, comment dire, de situations pour lesquelles on se met beaucoup de pression négative et qui nous freinent en fait. Toujours voir les choses de manière négative, voir le verre à moitié vide. Je pense qu'après cette expérience-là, j'ai appris à voir les choses différemment, à voir les challenges différemment et vraiment à avoir confiance en mes propres capacités à me sortir de n'importe quelle situation. Ce qui ne veut pas dire qu'on a la solution, mais on sait qu'on peut s'en sortir. Oui, ça change ton état d'esprit, en fait, la façon dont tu abordes les Ouais, difficultés. Mm. c'est Mm, vraiment mm. ça, ouais. Et alors, après le MBA, donc tu rejoins Duff Phelps à Paris. Et là, Mmh. tu prépares déjà ton retour en Afrique, en fait. En fait, j'ai préparé même, mon retour en Afrique pendant le MBA parce que j'ai commencé le MBA en janvier et j'étais diplômée en décembre et on avait donc 2 mois de break. La plupart des gens ont pris ce break pour faire des stages, en général en banque d'affaires. Mais moi, j'ai pris un mois, je suis revenue au Cameroun et j'ai dormi pendant un mois. En gros, parce que quand je suis arrivée, je me souviens quand je suis arrivée, donc on était en juillet, j'arrive à l'aéroport de Douala, ma mère me voit, elle me dit: «Mais tu es grise», tellement j'étais fatiguée, parce que c'était quand même, c'est quand même intense comme je l'ai dit. Donc pendant un mois, j'ai dormi. Déjà, j'essaie de récupérer des 6 premiers mois du MBA. Et le deuxième mois, avec mon mari, on a été en Afrique du Sud. On était à Johannesburg pendant tout le mois d'août pour un peu tâter le marché et pour moi, rencontrer des fonds d'investissement. Parce que mon idée l'idée du MBA et mon projet, c'était de rejoindre un fonds d'investissement après mon MBA en Afrique. Et donc, l'Afrique du Sud on l'avait identifié comme étant le premier marché, le premier pays pour le private equity en Afrique subsaharienne en tout cas. Et donc on s'est dit, voilà, on va aller en Afrique du Sud, on va rencontrer des fonds. L'idée, c'était quelque part aussi de trouver un job, hein. Et voilà. Donc on a atterri à Johannesburg, mais 2 semaines après, ouais, donc à la moitié de notre séjour, je me suis dit, enfin j'ai dit à mon mari, je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas vivre ici parce qu'il faut savoir que mon mari étant italien, un couple mixte en 2006 à Johannesburg, c'était un peu bizarre, on va dire. Et j'étais pas prête à ce que mes enfants évoluent dans un système où c'est pas qu'il y avait l'apartheid, mais on sentait quand même que les histoires de race étaient un Mm. souci. Et j'avais pas envie de gérer ce souci-là. Et c'était pas l'idée que j'avais de l'Afrique. Enfin, c'était pas l'Afrique que j'avais connue. J'avais été, j'ai vécu 8 ans au Cameroun, j'avais été un peu au Bénin, enfin voilà, dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Et cette Afrique-là qui était tellement divisée à cause des races, c'était quelque chose de très nouveau et c'était pas quelque chose que j'avais envie de gérer, même si les opportunités professionnelles en Afrique du Sud étaient ce qu'elles étaient. Mais c'était important pour moi d'être sereine dans le pays où j'étais. Donc on a décidé avec mon mari qu'on n'allait pas
poursuivre sur l'Afrique du Sud. On a terminé notre séjour qui nous a confirmé vraiment que ce n'était pas un pays pour nous. Et ce qui voulait dire qu'il fallait reprendre le travail de due diligence à zéro pour identifier le pays en Afrique subsaharienne euh, dans lequel on voulait s'installer. Et en attendant, donc, j'ai terminé mon MBA et j'ai cherché un job en France en attendant qu'on soit plus clair sur le pays qu'on voulait rejoindre. Et voilà, après le MBA et cette première expérience professionnelle. Donc, enfin, post-MBA. C'est dans ce cadre-là que je rejoins Duff Phelps, en fait. Mais je rejoins aussi Duff Phelps pour rester dans la continuité du projet, puisque Duff Phelps, c'est une société qui fait de l'évaluation financière et des fusions-acquisitions. Donc, ça me permettait de, de, de- de renforcer mes compétences financières, techniques, voilà, de développement de business plan, d'évaluation et de fusion-acquisition, dans l'idée de rejoindre un fonds à terme. Et alors, comment tu passes à l'étape suivante, ton départ, ton arrivée à... euh, mais en fait, d'ailleurs, en fait, je vais plutôt te poser une autre question avant ça. Qu'est-ce qui fait que tu veux rentrer en Afrique? Parce qu'on comprend bien par rapport à ce que tu as dit au début que tu as eu une belle enfance avec de très beaux souvenirs de tes années au Cameroun, mais en même temps, on comprend aussi que tu es quelqu'un de très cartésien. Et donc, c'est pas juste rentrer pour retrouver des beaux souvenirs. Euh, Qu'est-ce qui fait concrètement que tu veux rentrer en Afrique? Alors, ça va surprendre, hein, l'ambition. Voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux et je trouvais qu'en Afrique, il n'y a aucune limite. Là où en Europe, je trouvais qu'au contraire, on est dans une boîte et c'est pas évident de sortir de la boîte. Et ça me satisfaisait pas. C'est, je me suis dit finalement, je peux faire ce que je veux et j'ai envie d'être dans un environnement où, j'ai pas cette limite-là. La logique voudrait que, avec un état d'esprit pareil, je vais aller aux États-Unis. Sauf que j'y avais déjà été avant en stage et que s'il y avait bien un pays où je ne pouvais pas vivre à cause de cet effet, le côté sérénité que je n'ai pas du tout quand je suis aux États-Unis. Enfin, je trouve que c'est un pays de fous. Euh, mais ça, c'est moi, hein, c'est totalement personnel. Je voulais pas forcément ça. Je voulais aussi contribuer à construire un continent qui me tient particulièrement à cœur, qui est le continent d'où je viens. Et je voulais ne pouvoir m'épanouir professionnellement, ne pas avoir de limites et pouvoir, voilà, avoir les rêves les plus fous et pouvoir essayer de les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, enfin à l'époque, même encore aujourd'hui, je trouvais que que l'Afrique subsaharienne, c'était ça. Ça a ses challenges, hein, absolument, mais tout est possible. Vraiment, tout est possible si on est prêt à travailler, si on est prêt à avoir des idées, à secouer un peu le cocotier, à retrousser ses manches, tout est possible. C'est ça qui me passionnait. Et en plus de ça, bien sûr, je voulais que mes enfants grandissent dans cet environnement-là. Je n'avais pas envie qu'ils grandissent en étant obsédés par les marques de dernière tennis à avoir ou à être obsédés par la société de consommation. Je voulais qu'ils voient la vraie vie, qu'ils comprennent que bah, quand on a l'électricité, c'est un vrai privilège parce que c'est pas toujours le cas. Pareil pour l'eau, donc on gaspille pas. Euh, que quand on arrive à vivre dans des conditions pas trop mal, on a le devoir de réussir à l'école, de ne pas de valoriser le travail, qu'il n'y a pas de travail moins bien que. Enfin, il y a tellement de choses que je voulais faire comprendre aux enfants et je trouvais que l'Afrique était enfin, était le bon endroit pour ça. Après, il y a parce que l'Afrique, c'est pas un pays, hein. Après, il fallait réfléchir à quel pays rejoindre par rapport à d'autres critères comme les opportunités professionnelles, la stabilité, parce on reste quand même, on est quand même d'un continent qui a même qui a des troubles. Hein. On voit ce qui vient de se passer au Mali. On espère que les choses vont bien se passer en Côte d'Ivoire en novembre-décembre là. Je vois le Cameroun aussi. Enfin, voilà, ça reste un continent qui expérimente encore des soubresauts. Et donc quand on on quitte, l'Europe et qu'on on va en Afrique avec toute sa famille, à l'époque, mon dernier avait 6 mois.
il vaut mieux, enfin, on pense aussi à mettre, je sais pas, ses enfants, sa famille dans des conditions de sécurité minimum. Donc voilà, c'est un peu ça les raisons, toutes les raisons qui ont fait que je voulais rentrer, d'une part, et qui nous ont fait décider choisir le Ghana, d'autre part. Et donc, quand tu rentres, donc tu choisis enfin, vous choisissez, ton mari et toi, le Ghana, Accra. Et en 2011, tu crées GFA Consulting, donc je disais, tu es fondatrice et managing director. Est-ce que tu peux nous parler de GFA Consulting et puis aussi de votre arrivée finalement à Oui, Accra alors parce que c'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est compliqué, c'est compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que, en 2010, on vient, mon mari et moi venons au Ghana, parce que donc on avait fait notre due diligence, on s'était dit, ça va être entre le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On avait exclu le Sénégal assez vite parce qu'en private equity, c'était pas forcément le pays le plus développé. Il y avait pas énormément de fonds, au Sénégal, et surtout les fonds qui investissaient au Sénégal n'étaient pas basés au Sénégal. La Côte d'Ivoire, en fait, le choix était entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc on arrive au Ghana en 2010 pour une semaine, on se sent à l'aise, on se dit: «Oui, pourquoi pas, ça peut être un pays intéressant». Mais il se trouve que mon mari trouve un job en Côte d'Ivoire, et moi, je trouve un job au Ghana. Donc il faut qu'on choisisse, et donc je me dis: «Bon, je vais laisser tomber le job au Ghana». Il s'agissait de rejoindre un fonds. Je décide de chercher en Côte d'Ivoire, et je trouve un job en Côte d'Ivoire aussi. OK? Donc on a tous les 2 notre job, tout va bien, depuis Paris, et donc en septembre 2010, on démissionne tous les 2 de nos jobs respectifs, puisqu'on doit aller en Côte d'Ivoire, et donc tout va bien, sauf qu'en novembre 2010, la guerre, civile éclate en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on est là sans, enfin, heu, on a démissionné, on a les enfants, on a on a des jobs théoriques, mais on a un pays en guerre, et donc on se demande, bah, ce qu'on fait. Et à force on attend que ça passe, ça ne passe pas. On est en janvier 2011, et là, on prend la décision, bah, il faut qu'on parte, hein. On a laissé donner le congé de notre appartement, enfin, je veux dire, il faut qu'on parte. Donc l'entreprise, de Francesco, donc mon mari, accepte que, les enfants et moi soyons basés à Accra, pendant que mon mari, lui, travaille en Côte d'Ivoire et vient, tous les mois à Accra pour nous rendre visite. Donc entre-temps, le job que j'avais trouvé en Côte d'Ivoire, je l'ai perdu avant même qu'il ait commencé, évidemment, puisque, mon patron, enfin l'actionnaire, a dû quitter le pays, enfin c'était un peu compliqué, et donc en février, je me retrouve seule au Ghana avec 3 enfants, dont un de 6 mois, sans job, voilà, comme ça, et donc je me dis: «Bon, maintenant qu'est-ce que je fais?» Alors j'avais 2 options, soit je commence à chercher un job au Ghana, et soit, et j'ai choisi l'option la plus compliquée, je crée ma propre structure. Alors je me suis dit, le travail que je le job que j'avais trouvé en Côte d'Ivoire, c'était de diriger un cabinet de conseil. Donc si quelqu'un m'a fait confiance pour que je dirige son cabinet de conseil, je peux aussi bien créer un cabinet de conseil moi-même. A priori, il y a pas de raison, et là on retombe, au à ce que j'ai dit par rapport à l'INSEAD. Donc je m'oriente vers, voilà, je vais créer ma boîte de conseil, et puis on verra bien ce qui se passe, et voilà, et il se trouve que à l'époque, le Ghana, c'était assez simple de créer sa structure. Ma mon entreprise était créée en 3 semaines. Donc je suis arrivée en fin février, le temps que je retombe sur mes pattes. En avril, début avril, mon entreprise, était créée. Donc c'est comme ça que GFA Consulting est né. Voilà, juste pour comprendre les circonstances, de la création de GFA. C'était pas vraiment ça le projet, mais on a dû s'adapter. Et ça touche aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur l'entrepreneuriat en Afrique, finalement, le fait que il y a des choses extraordinaires, énormément d'opportunités, mais il y a aussi
il y a aussi la nécessité de savoir s'adapter à sur des sols qui peuvent être parfois très mouvants. Exactement. Si on n'accepte pas ça, si on veut aller en Afrique en étant plein de certitudes, ça se passera pas bien. Parce qu'on est dans un environnement incertain, tout le temps, tous les jours. Donc le s'adapter, ça doit être dans l'ADN. Il y a pas le choix. Et je le vois même aujourd'hui avec la façon dont beaucoup ont réagi au Covid. Travailler de la maison, ça a été assez naturel. Alors pour moi, en particulier, c'était même pas compliqué du tout puisque quand j'arrive au Ghana et que je crée GFA, c'est à la maison. Les bureaux de GFA ne sont ouverts qu'en 2017. Entre 2011 et 2017, je travaille de la maison. Donc pour moi, franchement, travailler à la maison, c'était OK, on revient à l'avant, c'est pas très grave. Sauf qu'entre-temps, la technologie s'est développée, donc c'est encore moins compliqué. Heu, trouver des clients, quand on a au départ, quand je commence et que j'ai pas forcément, énormément d'argent, il faut bien que je trouve des moyens innovants de vendre GFA, de trouver des nouveaux clients et c'est ce que je fais. Donc le covid ne change absolument rien à ça. En revanche, là où ça change, c'est qu'on voit on voit des opportunités différentes. On se positionne, sur d'autres, on crée de nouveaux produits pour s'adapter au marché et ces nouveaux produits créent de nouvelles opportunités. C'est ça que l'Afrique vous apprend, à faire. Quand Si on accepte ça, si on accepte de sortir de sa zone de confort tout le temps et qu'on accepte que ça fait partie de la vie, de la réalité et qu'on apprend donc, chaque jour un peu plus la résilience. Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi sont justement plus faciles en Afrique, du point de vue d'un entrepreneur? Parce que justement tu touchais à la rapidité avec laquelle tu as pu ouvrir, GFA Consulting, tu disais 3 semaines. Est-ce que tu penses comme si parce que j'allais te poser aussi la question des difficultés, hein, si des difficultés qui sont propres, à l'environnement, pour un entrepreneur en Afrique aujourd'hui, l'un et l'autre, est-ce que on en a parlé, mais si tu en as d'autres comme ça que tu peux nous citer pour toi? Alors qu'est-ce qui est plus facile? Moi je dirais que voilà, l'Afrique, c'est plus compliqué et plus facile en même temps. Plus facile parce que à tout problème peut se gérer relativement facilement. Je dis relativement. Je donne un exemple, il a ça peut sembler un peu idiot, mais la semaine dernière, mes enfants me disent: «Ah, la clim de notre, chambre ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait?» Pour avoir un rendez-vous, avoir quelqu'un qui vient réparer, ça a pris enfin, quelqu'un était là le lendemain. Je veux dire en Europe, prendre un rendez-vous, enfin, il faut avoir prévu à la limite le problème, il y a 6 mois. Ça c'est pareil pour tout ce qui est, administratif. Tout ce qui est administratif, il y a pas besoin de prendre, des rendez-vous. On peut débarquer dans une administration et puis les choses se règlent là ou dans un délai à peu près raisonnable. Hem, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La mé pa Pareil pour les médecins, c'est pareil, on va à l'hôpital, on peut prendre enfin, on les choses peuvent se régler assez facilement et les comment dire? Les réseaux sont tellement étendus, enfin comment dire? C'est facile de demander à quelqu'un de l'aide pour résoudre les problèmes, facilement. Enfin, c'est pas là où en Europe, il faut réellement se débrouiller, chercher dans Google, passer par des canaux, très clairs et d'où on ne dévie pas. En Afrique, si on a le moindre problème, on peut toujours appeler un ami ou même un collègue, hein, même pas c'est pas besoin d'être un ami. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait résoudre tel problème? «Ah oui, j'ai tel notaire, tel avocat, oui, on peut faire» et ça se fait comme ça et tout est simple. En en même temps, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de règles justement. Donc on sait pas sur quel pied danser et pour les gens qui ont besoin de structure, l'Afrique, c'est compliqué. L'Afrique, c'est très compliqué, c'est surtout quand, enfin
beaucoup d'entreprises le disent, et même des entrepreneurs ghanéens, les autorités fiscales, c'est l'enfer de gérer les autorités fiscales, la corruption, parce que c'est un fait, hein. La corruption, les, le fait qu'il n'y a pas de règles, ça fait que des fois, par exemple, les gens vont pas comprendre la notion de standard, la notion de professionnalisme, voilà, c'est tout ça qui fait que c'est plus bordélique, mais en même temps, moi, bah, ça c'est personnel, hein, je trouve ça très attachant aussi. J'ai pas envie que l'Afrique devienne la Suisse. J'ai besoin d'un minimum de bordel pour me sentir bien. Donc, alors effectivement, s'il y a trop de bordel, c'est compliqué, mais un minimum, c'est ça qui fait qu'on rigole aussi. Donc, donc moi ça me va, mais après je peux comprendre que pour des gens, plus structurés, c'est compliqué. Mmh. Des fois, c'est fatigant. C'est fatigant de voilà, de devoir, chaque fois se battre, pour des choses qui pourraient être plus simples, on va dire. Mmh. Et ça, c'est surtout vrai dans le milieu professionnel, dans le côté standard, professionnalisme, voilà. Je donne un exemple. Quand on va au restaurant, alors ça, c'est le Ghana, c'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, francophones notamment. Heu, on a de la chance si le serveur revient avec ce qu'on a commandé et surtout s'il revient avec tous les plats en même temps, parce que c'est pas évident. Et ça semble bête, mais en fait, c'est pas intuitif et donc il faut essayer de mettre ça, de transposer ça à n'importe quelle situation professionnelle. Par exemple, on va donner un rendez-vous et les gens viennent pas forcément à l'heure et les gens vont pas forcément, prévenir parce qu'ils voient pas pourquoi c'est important d'être à l'heure ou de respecter des deadlines ou de faire ce qu'on dit ou d'avoir de l'initiative. Donc ça rend le travail plus compliqué, mais et ma façon de gérer ça, c'est juste de dire: «Bah, c'est comme ça. Du coup, si on veut que les choses soient bien faites, il faut anticiper et dire ce qu'on attend». C'est pas forcément du micromanagement, mais c'est dire, de manière très être hyper clair sur ce qu'on veut, être cohérent avec soi-même et avec les règles, qu'on veut mettre en place dans son entreprise, même si ça veut dire être perçu comme quelqu'un de peut-être plus dur, mais voilà. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait, dans mon entreprise, recruter que des jeunes qui sortaient d'école, parce que justement, je trouvais qu'ils étaient plus faciles à brainwasher et que c'était plus facile, plus simple d'inculquer des habitudes, enfin les habitudes que je voulais qu'ils aient, que de prendre quelqu'un qui avait 5 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience, qui a déjà pas forcément des habitudes qui me conviennent, qui sont donc plus compliquées à faire changer. Mais en même temps, c'est aussi ce dont tu parlais au début, quand on a abordé ton expérience chez Arthur Andersen. Tu disais que y a un vrai investissement. Alors, gros disclaimer, mon père a également travaillé chez Arthur Andersen, donc moi aussi j'ai entendu parler du training d'Arthur Andersen. Et, c'est ce que tu disais aussi par rapport à ça, c'est-à-dire recruter des gens, les former à des standards bien précis, de façon à ce qu'il y ait derrière une Mmh. productivité qui soit constante au niveau de la structure et qui Ouais, permette à tout le monde de gagner du temps, aux choses d'être faites avec un standard constant. Enfin voilà. exactement. Et au début, j'ai toujours dit à mes staffs: «On est en Afrique, mais c'est pas parce qu'on est en Afrique que les règles du jeu doivent changer et qu'on doit être moins professionnel qu'en Europe ou en Asie». Je n'accepte pas l'idée que parce qu'on est en Afrique, on est les pauvres Africains qui devrions être, moins bien ou avec qui on doit être moins exigeant. Je ne crois absolument pas à ça et je ne pense pas qu'avec, un état d'esprit pareil, on sortira de là où on est, quoi. Donc j'essaie de l'appliquer au niveau de ma boîte. De dire, j'explique qu'on est une société ghanéenne fonctionnant selon les standards internationaux et ce n'est pas négociable. Donc vous adaptez à ces standards internationaux-là et je suis prête à investir la formation et cetera, ou vous vous y adaptez pas, auquel cas vous n'avez rien à faire chez GFA et j'ai aucun problème avec ça. Parce que ça, c'est aussi un autre sujet et ça, c'est particulier, au Ghana où, c'est un pays qui n'aime pas le conflit et qui préfère, et qui n'aime pas dire non. La sanction ou le fait de dire non c'est mal perçu ici. Mais par rapport à ça, je préfère, j'ai choisi mon camp. J'ai dit: «Beh, voilà, moi je suis, nationalité française, origine Cameroun, je vis au Ghana.
tu es étrangère dans tous les sens du terme, eh bien, on va appliquer. Je ne suis pas de ce système-là et je ne veux pas fonctionner selon ce système-là. Je veux que GFA soit reconnu dans le pays et dans la région pour la qualité, le professionnalisme, etc. Et il n'y aura pas de compromis par rapport à ça. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux aussi créer des jobs sur place au Ghana. Et donc, je prends des Ghanéens, je prends des Africains hein, pour faire le travail, mais il faut que enfin, je leur apprends à modéliser ou à faire des rapports selon les standards que j'ai appris chez Arthur Andersen ou chez Stephen Phelps. Et quelle est la mission de GFA? Alors, GFA Consulting aujourd'hui, c'est une entreprise qui cherche à littéralement aider les PME africaines à réaliser leur potentiel. Comment? En facilitant l'accès à l'argent. Parce que c'est un des éléments les plus, enfin, qui est souvent cité comme empêchant, cité même par les PME, hein, comme les empêchant de croître comme ils voudraient croître. Dans le même temps, on a pas mal d'argent disponible en Afrique. Et pour une raison, enfin, c'est pas si inconnu que ça, on n'arrive pas à créer le pont entre ces PME-là et ces sources de financement. Et donc, le travail de GFA, c'est ça. C'est d'aider, c'est de bâtir ce pont-là pour que les entreprises, les PME, les bonnes PME, aient accès à ces financements, à ces sources de financement-là, que ce soit en dette ou en fonds propres. Et j'insiste sur les bonnes PME. Parce que tout le monde, chacun doit faire un pas dans la bonne direction, enfin, dans la direction de l'autre. C'est-à-dire que ceux qui financent doivent reconnaître que toutes les PME ne sont pas forcément dirigées par des voleurs qui n'ont aucune structure et qui n'ont pas l'intention de faire grandir l'entreprise ou de rembourser les prêts si le financeur est une banque. Dans le même temps, les entreprises doivent aussi comprendre qu'il y a un minimum de travail à faire pour être crédible auprès d'investisseurs et qu'on ne peut pas espérer attirer des financements si on ne dit pas ses comptes, si on n'a pas un minimum de système pour gérer le cash, si on n'a pas un minimum de gouvernance, etc. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on développera un petit peu plus dans la deuxième partie qui est consacrée au private equity. Juste, aujourd'hui, GFA Consulting couvre 16 pays d'Afrique. Oui, enfin, disons qu'au départ, je disais Afrique centrale, Afrique de l'Ouest pour les clients. Mais il se trouve que au moment où je te parle, j'ai un dossier en Afrique du Sud. Et puis j'ai été approchée sur des dossiers potentiels en Afrique de l'Est aussi. Donc je ne me mets plus de limite. Disons que maintenant c'est Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne, voilà, en dehors du Maghreb, qui est quand même une zone où j'ai beaucoup moins de valeur ajoutée. Depuis 2016, tu es également conseiller du commerce extérieur pour la France. Ouais. Et ce qui est fascinant chez toi, c'est que tu fais énormément de choses. Et c'est vrai que je me demande comment tu arrives à concilier tout ça. Pour ça, il faut accepter une chose, c'est déléguer. C'est de déléguer. Mon problème, pour pouvoir faire les choses, il faut que quelqu'un d'autre fasse autre chose. Et donc, je mets énormément d'efforts à m'assurer que mes équipes peuvent prendre des décisions et que moi, je ne fais que de la supervision. Parce que si je commence à faire, alors je vais pas m'en sortir. Déjà, je ne peux pas grandir parce que je deviens un goulot d'étranglement à moi toute seule et ça arrive très vite. C'est exactement pour cette raison que quand je recrute mon mes recrues là, mes jeunes, je leur explique: «Alors voilà le plan de carrière chez GFA» et j'applique ce que j'ai vu dans les cabinets d'audit. C'est promotion chaque année. Donc on commence analyste, après senior analyste, après associate, senior associate, vice president, director et cetera et je leur explique en 12 ans, normalement, vous devrez être managing director ou country manager. Parce que vous devez prendre les choses à votre compte. Mais moi, j'ai pas l'intention à un moment, enfin, c'est mon entreprise, j'aimerais bien n'être qu'un actionnaire et pas forcément gestionnaire. Donc pour ça, il faut bien que mes équipes comprennent la culture de GFA, comprennent les méthodologies de GFA, comprennent l'exigence de GFA et soient capables de transmettre ça à d'autres. C'est à ça que je travaille aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai par exemple une junior qui a commencé comme stagiaire en septembre
De septembre à décembre, elle était stagiaire. En janvier, elle a son son contrat permanent et ap en je la fais travailler sur un dossier et c'était quand? On est en août, à partir de en juin, avril, mai, juin, je lui ai dit: «Bon, mais le client, tu peux lui écrire directement». «Ah bon?» «Bah oui, tu travailles sur le dossier, maintenant faut écrire directement. Le rapport, tu le fais, je le revois, mais c'est pas moi qui fais. Le modèle financier, tu le fais, je le revois. Et si tu as des questions, tu as quelqu'un qui a 1 an de plus que toi ou 1 an et demi qui peut répondre». Donc à l'associé, je lui dis: «Maintenant, tu dois être un leader pour le junior. Donc il faut que tu apprennes à gérer des équipes. Tu as 1 an, tu es dans ta troisième année d'expérience, toute expérience confondue, mais tu dois être capable de gérer une équipe et tu dois être capable de faire un contrôle qualité. Parce que ce que tu me quand le dossier arrive chez moi, moi je suis le client et pas n'importe quel client, un client hyper méchant qui veut pas voir de typo dans le donc il faut que toi, tu aies ce stress-là pour revoir et former le junior, à cette exigence-là. Parce que derrière, si je vois des problèmes, alors que tu es censé avoir faire le contrôle des qualités, en termes de comme leader, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Donc c'est ça, plus on responsabilise, plus de fait on dégage du temps, plus on peut faire d'autres choses. Voilà, c'est et puis il y a aussi autre chose qu'il faut dédramatiser. Parce que quand on dit, voilà, je suis au comité d'investissement d'un fonds, je suis CCE, je suis en train de rejoindre des des des, des conseils d'administration. Mais tout ça, c'est pas du temps plein. C'est quoi, le comité d'investissement du fonds, c'est 4 heures par mois. Je peux trouver 4 heures par mois quand même. Les conseils d'administration, c'est une fois par trimestre, en général. Un conseil d'administration, c'est 2 heures. Préparer un conseil, allez, si on met 4 heures de plus, ça fait une journée par trimestre. C'est gérable, c'est possible. Donc à la fin des fins, c'est pas si compliqué si on est, un minimum organisé et surtout qu'on est capable de déléguer. Et c'est là, j'utilise pas mal d'outils pour déléguer. On travaille avec, Quip qui permet, de suivre, les tâches, semaine par semaine, de vérifier l'état d'avancement des projets. On a des réunions d'équipe, tous les lundis. Qu'est-ce qu'on utilise? On fait beaucoup de réunions, avec les clients par Zoom ou Google Meet, donc du coup, on gagne du temps aussi à ce niveau-là et on y arrive et les jeunes adorent être responsabilisés. Les jeunes adorent, être mis en situation de pouvoir, faire des recommandations et y compris sur la façon dont on travaille, celui qui est mon junior aujourd'hui qui a donc 3 ans, 3 ans d'expérience, et 3 ans dans la boîte, il a formulé des recommandations qui sont utilisées aujourd'hui. Et dans le format de nos templates, des rapports, et dans la façon dont on conduit, certaines missions. Donc, c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, plus d'excuses. Alors, comme je disais, tu es conseiller du commerce extérieur pour la France. En quoi consiste ton rôle? Alors, en fait, on est une quinzaine de conseillers qui représentons, chacun un secteur. Un secteur, de l'économie ghanéenne, donc tous français, de nationalité française et en fait, on travaille avec l'ambassade de France au Ghana pour donner un peu un aperçu de nos différents secteurs, régulièrement, heu, aux ambassades, enfin à l'ambassadeur. Hem, D'habitude, on se rencontre tous les 2 mois. Là, avec le covid, ça a été un peu compliqué depuis mars. Il n'y a eu qu'une seule réunion et la prochaine sera en septembre. Mais en gros, on est là pour voilà, donner comment dire? Expliquer la situation économique et sectorielle aux instances, françaises. Dans le même temps, contribuer à vendre le Ghana, à la France. Donc, que ce soit les acteurs économiques. Donc des fois, on a des visites du MEDEF, par exemple, qui va venir au Ghana. Donc on va expliquer le Ghana, les opportunités du Ghana, voilà. Ou des fois, ce sont des politiques, que ce soit des ministres, on a eu des sénateurs, des parlementaires,
des fois des premiers ministres même, des présidents aussi. Mais ça sera toujours l'idée, c'est toujours d'expliquer le Ghana. D'expliquer le Ghana et pourquoi, ce qui se passe, ce qui marche bien au Ghana, pourquoi c'est une opportunité pour la France et ce qui, des fois est aussi problématique. Alors les difficultés, on les partage plutôt avec l'ambassadeur de France pour que justement il utilise, sa position pour sensibiliser les autorités ghanéennes à la situation des entreprises françaises. Et on travaille également avec l'Union européenne, l'European Business Organization, EBO, qui représente, voilà, plusieurs pays européens et qui peut aussi, hem parler auprès des autorités, ghanéennes, des situations de certaines entreprises européennes. Notamment, il y a eu des sujets, importants comme le local content, qui étaient appliqués d'une manière, peut-être des fois un peu, de manière un peu trop rapide, ce qui pouvait mettre quelques entreprises en difficulté. Et donc moi, au niveau de GFA Consulting, je suis en fait on n'est pas beaucoup d'entrepreneurs parce que sous les CCE, c'est surtout des directeurs généraux de filiales de grands groupes français. Et donc comme entrepreneur, on n'est que 2. Donc moi et une personne qui a créé sa structure de comment dire? De distribution d'équipements, de laboratoires pharmaceutiques, d'hôpitaux, enfin pour les hôpitaux. Heu voilà. Et je suis aussi, en fait, j'ai été approchée pour rejoindre les CCE parce que j'ai une vision des PME. Là où les autres CCE souvent bon, sont de très grandes boîtes sur de gros projets. Le tissu de PME au Ghana, je suis la seule à l'avoir et c'est pour ça que j'ai rejoint les CCE. Voilà. Et c'est une expérience pareil intéressante qui permet en termes de réseau, donc ça permet d'avoir ce réseau des entreprises, françaises, de comprendre ce qui se passe, au niveau des différents secteurs, que ce soit le oil and gas, la distribution, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment des sociétés comme Total, comme Bolloré, comme, Air Liquide, on a l'agroalimentaire, on a la distribution, l'automobile. Voilà, on a un certain nombre de secteurs, la construction, l'infrastructure aussi. Donc c'est intéressant, ça permet chaque fois d'avoir une bonne idée une bonne photo de la situation du Ghana, secteur par secteur et c'est toujours intéressant. Mmh. Et dernière chose que tu as touché tout à l'heure Mmh mh. au conseil d'administration, donc à tes activités sur tes activités d'administratrice. J'ai noté que tu avais récemment intégré le conseil d'administration de Chance for Ouais, Childhood. C'est une association caritative qui soutient les enfants vulnérables en ouais. Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet en particulier? Oui, alors, en fait, je suis membre de Boardroom Africain, que je recommande à toutes les femmes qui veulent rejoindre des conseils d'administration. Donc c'est une organisation qui, en Afrique, par contre. C'est une organisation qui aide des femmes à intégrer des conseils d'administration en Afrique, que ce soit d'entreprises, d'institutions financières ou d'ONG. Et donc j'ai vu cette offre de Chance for Childhood qui cherchait des trustees, des membres de leur conseil d'administration et ça m'a touchée parce que, en fait, ça faisait très longtemps que je voulais faire quelque chose en lien avec les enfants. Alors mon idée, c'était plutôt de faire une école, mais où ceux qui n'ont pas les moyens, d'intégrer ces écoles pourraient être subventionnés par les parents de ceux qui peuvent. Heu et et j'ai toujours été, et ces enfants des rues, c'est des enfants que je vois tous les jours. Dès qu'on prend la voiture, on les voit tous les jours qui mendient ou qui essaient de nettoyer les vitres et cetera, alors que leur place devrait être à l'école. Donc quand j'ai vu cette offre, je me suis dit: «Mais voilà, c'est exactement ce que je cherche». Et en fait, la raison pour laquelle je les ai rejoints en particulier, c'est parce qu'ils étaient au Ghana. Que je voulais pas forcément rejoindre une organisation qui n'a enfin, comment dire? Et ne pas voir sur le terrain ce qui a été fait. Alors que là, ils sont à Accra
et je peux voir les centres où ils accueillent les enfants, voilà, c'était très réel et c'est ça qui m'a plu et donc quand j'ai vu l'offre, j'ai, écrit une lettre de motivation, mais qui est sortie comme ça, que j'ai même pas préparée, ça a été fallait le faire, en ligne. Je l'ai écrit comme ça, je l'ai relu une fois et j'ai envoyé, c'était tellement ce que je recherchais que, je me suis dit: «Bon, ça passe ou ça passe, ou ça passe pas, on verra». Mais j'ai vraiment, ça a été sans doute, ma lettre de motivation la plus spontanée de ma vie. Donc, je suis vraiment ravie de les avoir, qu'ils m'aient acceptée, quoi. On retiendra que ça ressemble beaucoup à ce que tu as fait avec l'INSEAD, hein. Je postule à un MBA, je l'ai. J'aurais pu ne pas l'avoir, hein, mais si je l'avais pas eu, j'avais prévu de repostuler l'année d'après. Donc, bon, j'avais le plan B. Merci à Carole d'avoir partagé son parcours professionnel si riche, ses valeurs et son ambition avec Entraile. Comme je vous l'indiquais en introduction, le prochain épisode prendra la forme d'une masterclass consacrée au private equity en Afrique. Vous retrouverez donc Carole, qui, riche de son expérience, nous expliquera les concepts de base du private equity, mais également les spécificités du marché africain et ses enjeux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode thématique exceptionnel. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entraile sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entraile.